Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres. 5 ans d'emprisonnement, ce qu'a requis la Cour de répression de l'enrichissement illicite contre l'ancien ministre sénégalais Karim Wade. Il est poursuivi, nous vous le rappelons, pour enrichissement illicite et corruption. Flintlock, le nom de l'exercice militaire abrité par le Tchad jusqu'au 15 mars et qui regroupe des forces africaines, européennes et américaines. Une opération qui vise à renforcer les capacités physiques et connaissances des militaires au moment où l'Afrique et le reste du monde également doivent faire face à une menace terroriste sans précédent. Situation tendue entre les télédiffuseurs kényans et le gouvernement dans le cadre de la migration vers le numérique. Les détails dans cette édition. À l'issue de l'audition de plus de 40 témoins et les plaidoiries des avocats de l'État, ce mardi, le parquet de la Cour de répression de l'enrichissement illicite a requis contre l'ancien ministre sénégalais Karim Wade 7 ans d'emprisonnement, 250 milliards de francs CFA et la confiscation de ses biens ainsi que la privation de ses droits civiques. Ce mercredi, c'est au tour des avocats de la défense de plaider. Après ces dernières plaidoiries, la Cour devrait mettre l'affaire en délibéré avant de prononcer son verdict. Autre affaire judiciaire qui fait l'actualité du continent, c'est celle qui concerne Laurent Gbagbo et ses 80 co-accusés. L'ancien président est jugé à la Cour pénale internationale de La Haye pour sa responsabilité dans les violences de la crise post-électorale de 2010-2011. Ces co-accusés, quant à eux, sont jugés par la Cour d'assises d'Abidjan. Et ce lundi, 3 personnalités proches de l'ex-chef d'État sont passées à la barre. Ce mercredi, on attend la comparution notamment de Michel Gbagbo, son fils, accusé d'atteinte à la sûreté de l'État. Ils réfutent tous les faits qui leur sont reprochés. Le Tchad abrite jusqu'au 9 mars un exercice militaire de lutte contre le terrorisme, regroupement des États africains, européens et des forces spéciales américaines. Échange d'expertise, de techniques, un partenariat militaire qui revêt toute son importance au moment où plusieurs pays africains ont décidé de s'engager militairement dans la guerre contre Boko Haram. Aminata Diak. Le Tchad abrite depuis ce lundi 16 février 2015 un exercice militaire dénommé Flintlock qui regroupe plusieurs États africains, européens et des forces spéciales américaines. Au total, plus de 1200 militaires venant de 28 pays engagés dans la lutte contre le terrorisme participent à cet exercice annuel. Objectif, préparer les armées des pays du Sahel et du Sahara à la lutte antiterroriste et améliorer l'échange d'informations au niveau opérationnel et tactique. Vous savez, le terrorisme n'a ni frontières ni visage et il se meut partout. On doit s'y adapter. On utilise le mode opératoire asymétrique qui nous permet de nous adapter à sa manière de faire et pour le combattre avec efficacité. Pour certains analystes, cette opération revêt une importance essentielle dans le contexte actuel. Cet exercice militaire qui regroupe plusieurs pays a une double importance pour les armées africaines et surtout qui sont concernées par la guerre contre Boko Haram. D'abord, c'est de s'exercer pour un travail commun, travailler ensemble, essayer de mettre ensemble des tactiques qui sont communes, parce qu'il y a plusieurs pays qui ont des tactiques différentes et une façon de s'entraîner différemment. C'est d'harmoniser les tactiques. Deuxièmement, c'est d'acquérir les mécanismes liés aux nouvelles technologies, les technologies de la guerre. L'exercice militaire au Tchad constitue une fois de plus une initiative visant à développer une coopération régionale multinationale. Il se poursuit jusqu'au 9 mars 2015. Et sachez que 2 soldats tchadiens et plusieurs membres de Boko Haram ont été tués au cours d'affrontements entre l'armée tchadienne et le groupe terroriste ce mardi après-midi. Les combats ont lieu dans le nord-est du Nigeria, près de la ville de Dikwa. Les déplacés et réfugiés, grand drame des guerres civiles. Ils sont des millions à avoir fui les affrontements au Sud-Soudan qui ont débuté en décembre 2013 entre le président Salva Kiir et son ancien vice-président Riek Machar. Accueillis dans des camps des Nations Unies, leurs conditions de vie sont précaires, mais le retour à la maison est inenvisageable pour ces familles qui vivent toujours dans la peur. Birama Saounera. Au Soudan du Sud, les personnes déplacées par le conflit armé redoutent de regagner leur maison. Plusieurs réfugiés vivent encore dans la tourmente et dans la peur. En cause, les affrontements entre les partisans du président Salva Kiir et ceux de son ancien vice-président Riek Machar. Depuis le début du conflit, des dizaines de milliers de personnes ont été tuées et plus de 2 millions ont été forcés de quitter leur foyer. Lorsque les combats ont éclaté, nous étions à la maison
et nous nous sommes dit qu'il s'agissait juste d'une querelle entre Riek Machar et le président. Mais plus tard dans la matinée, le 16 décembre 2014, le gouvernement a envoyé des soldats dans notre quartier pour s'en prendre aux nuées. Des chars ont démoli les maisons appartenant à des nuées et certains soldats ont violé des femmes sous les yeux de leurs enfants. La crainte de représailles a été exprimée aussi par d'autres groupes ethniques tels que les Ndinka et les Chiluk, qui ont trouvé refuge à la base de la mission des Nations Unies à Malakal lorsqu'en 2014, la ville du Nord a été prise par les rebelles. Depuis le début du conflit, plus de 113 000 personnes avaient trouvé refuge dans 6 bases militaires de l'ONU à travers le pays. Aujourd'hui, le gouvernement rassure les populations sur leur sécurité et incite les déplacés à rentrer à la maison. Nous avons la certitude que personne n'en veut à son voisin. Aujourd'hui, il est question de lutte entre ceux qui détiennent des armes, qu'ils soient du côté du gouvernement ou des rebelles, mais je n'ai jamais vu quiconque sortir pour s'en prendre à un civil non armé, tout simplement parce qu'il appartient à un certain groupe ethnique. À Juba, la capitale sud-soudanaise, quelques 35 000 personnes sont gardées dans un camp de réfugiés. Mais la plupart des déplacés internes ont peur de s'aventurer hors de la base de l'ONU. Alors que le conflit se poursuit, le retour des réfugiés continue de susciter des débats entre les humanitaires et les gouvernements sud-soudanais. Malgré les mauvaises conditions du camp de réfugiés, certains déplacés ne pensent pas quitter tant que la paix ne sera pas revenue dans le pays. Les situations très tendues entre le gouvernement et les médias. Au Kenya, le passage de l'analogique au numérique est lancé. Les autorités ont donc coupé le signal analogique du pays. Depuis, certaines chaînes de diffusion sont plongées dans le noir en guise de protestation. Les télédiffuseurs se sont tournés vers l'instance judiciaire. Idlet Mirabel-Bissou. Au Kenya, les conditions du passage de l'analogique au numérique divisent les médias audiovisuels et le gouvernement. Les autorités ont lancé la procédure du passage obligatoire à la transmission numérique dans tout le pays, mais les diffuseurs se sont tournés vers les tribunaux pour pousser l'autorité de régulation de la communication à leur livrer les licences nécessaires. Ils demandent par ailleurs plus de temps pour acquérir l'infrastructure et la distribution du signal numérique. Nous ne nous laisserons pas intimider et ne céderons pas au chantage. Et il ferait mieux de composer avec cette réalité. Nous n'allons pas revenir sur la migration numérique et ils peuvent rester à l'écart aussi longtemps qu'ils le veulent. Le 14 février dernier, le gouvernement a suspendu le signal analogique de 4 chaînes de télévision du pays dans le cadre d'une migration globale au numérique à la date du 17 juin 2015. En guise de protestation, ces chaînes ont éteint leurs propres signaux. Ainsi, les téléspectateurs qui avaient déjà des décodeurs ne pouvaient plus accéder au programme. Je ne suis pas certaine de comprendre ce qui se passe avec le gouvernement ou ce qu'ils pensent. Je ne connais pas leurs intentions, mais en ce qui me concerne, c'est simplement malheureux parce que nous n'avons plus accès à ce qui se passe dans le pays en termes d'information. La date limite pour la migration vers le numérique en Afrique francophone a été fixée à juin 2015 pour la télévision et à 2020 pour la radiodiffusion par l'Union internationale des télécommunications. La migration vers le numérique devrait améliorer la qualité audiovisuelle. Elle ouvrira aussi plus de place aux médias sur les ondes, tout en contribuant à la création d'emplois sur le continent. Et en République démocratique du Congo, cela fait aujourd'hui 1 mois qu'Internet est partiellement bloqué. Après un blackout suite à des manifestations de l'opposition, les autorités ont finalement rétabli Internet mobile et les SMS. Les sites de conversation instantanée ainsi que l'intégralité des réseaux sociaux restent quant à eux toujours bloqués. Et ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Africa 24. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité.